La médiathèque Astrolabe de Melun organise depuis quelques années des rencontres avec des journalistes ou des professionnels de l'info qui sont intitulées les rencontres voix de presse. Par exemple, nous avons accueilli Jean Quatremer de Libération, Nora Hamadi de Arte pour les questions européennes. Nous avons aussi rencontré Alice Géraud pour le site d'information en ligne lesjours.fr, ainsi que Laurent Grelsheimer qui est venu nous présenter l'hebdomadaire Le 1. Ces rencontres vous permettent à la médiathèque d'échanger avec ces journalistes sur des questions soit d'actualité ou sur leur métier. Aujourd'hui, comme vous le savez, nous ne pouvons pas vous recevoir à la médiathèque Astrolabe de Melun. Alors aujourd'hui, nous avons fait le choix de vous présenter des ouvrages écrits par des journalistes. L'inconnu de la Poste, de Florence Aubenas. C'est l'histoire d'un fait divers dont vous avez peut-être entendu parler. C'est l'histoire de Catherine Burgot qui a été retrouvée assassinée de 28 coups de couteau dans le village de Montréal-Lacluse en décembre 2008. Stupeur dans le village. Bien sûr, des suspects vont apparaître, mais la piste va se resserrer assez rapidement sur Gérald Thomassin. Qui est Gérald Thomassin ? Vous l'avez peut-être entendu parler. C'est un acteur qui a eu son heure de gloire. Il a notamment reçu en 1991 le César pour son rôle dans Le Petit Criminel de Jacques Doyon. Mais c'est un acteur un peu fantasque, enfant de la DAS, entre deux tournages, on ne sait pas trop où il est, il disparaît, il réapparaît. Tout concourt à faire de lui le coupable idéal, d'autant plus qu'il habite juste en face du bureau de la Poste. L'enquête va durer, elle piétine, il est accusé, mais il n'y a pas vraiment de preuves qui vont prouver que c'est lui le coupable. Et coup de théâtre, quelques années plus tard, des traces ADN sont retrouvées sur le lieu du crime d'une autre personne. Donc ça remet fortement en cause, si ça ne l'innocente, la culpabilité de Thomassin. Dans cette histoire, je ne raconte pas la fin, sinon c'est pas drôle. Dans cette histoire, dans cette enquête qui est racontée comme un roman par Florence Aubenas, on voit tout le travail d'enquête, d'investigation, et c'est un peu sa marque en fait, puisqu'elle a écrit d'autres ouvrages, Le Quai de Ouistreham, La Méprise, c'est des ouvrages qu'on a ici d'ailleurs à la médiathèque. Et ça montre aussi les difficultés, les erreurs qui peuvent être commises par la justice et comment finalement on arrive à fabriquer un coupable idéal. Donc L'inconnu de la Poste de Florence Aubenas. Raphaël Kraft nous entraîne dans la vallée de la Clarée. C'est une vallée qui est située dans les Alpes occidentales et qui est devenue depuis quelques années une voie de passage pour les migrants non accompagnés et notamment des migrants mineurs. Alors pourquoi cette voie de passage ? En fait, nous sommes proches de la frontière avec l'Italie et il y a donc le col de l'Échelle qui se situe à 1700 mètres d'altitude qui permet donc de traverser les frontières. Simplement, en plein milieu de l'hiver, c'est vraiment un piège pour tous ces enfants qui passent par cette voie. Aussi, Raphaël Kraft, qui est un des spécialistes depuis quelques années des questions migratoires, va venir y mener une enquête. Il va donc rencontrer Bernard, Bruno, Alain, qui sont donc des guides ou des anciens de l'Active et qui ont donc monté une chaîne de solidarité pour venir en aide à ces migrants. Il va participer avec eux à des maraudes ainsi qu'à des sauvetages, notamment pour Mamadou, Sélif et quelques autres. Seulement voilà, se pose une question. D'où viennent ces jeunes migrants ? Pourquoi passent-ils par cette voie nouvelle de migration ? C'est un an plus tard que Raphaël Kraft, avec donc deux écoles de Névache, va se proposer comme porte-micro de ses élèves par le biais de l'association Globe Reporter.
Il va donc partir en Guinée-Conakry parce que, effectivement, la majorité de ces migrants non accompagnés viennent de cette région. Et avec ce reportage, nous allons donc découvrir dans ce pays qui est devenu donc un pays exsangue après 25 ans de dictature Sékou Touré, après une période d'épidémie de fièvre Ebola. Donc, au fil de ces pérégrinations, nous allons donc rencontrer un certain nombre de personnes qui jouent des rôles complètement différents les uns des autres. Ça peut être un chauffeur de taxi, ça peut être des enfants ou un père qui essaye de trouver de l'argent pour élever ses enfants correctement. Au fil de ce reportage, en Guinée, nous allons donc découvrir aussi le rôle joué par l'Europe à différents niveaux de cette émigration. C'est-à-dire soit en Libye, puisque donc la plupart de ces migrants vont passer par la Libye avant de se jeter dans des zodiacs pour traverser la Méditerranée, ou aussi le rôle donc des subventions attribuées aux artistes de Guinée. Je vous laisse découvrir toute cette enquête à travers ce livre, donc Les enfants de la Clarée, qui en fait mettent d'abord en scène les enfants, que ce soit ceux de la vallée de Nevache ou ces enfants qui sont donc confrontés à cette migration. Une bande dessinée pionnière, Nelly Bly. Alors, vous la connaissez peut-être. Moi, je n'avais pas entendu parler d'elle. C'est une journaliste qui a fait des enquêtes à la fin du 19e siècle, notamment dans des usines où elle dénonce les conditions des ouvriers, les conditions déplorables de travail, ce qui va lui valoir quelques soucis. Elle se fait licencier. Elle décide de retrouver du travail. C'est une femme forte, une femme de caractère. Elle fait le siège du journal où travaille Joseph Pulitzer. En gros, elle dit je ne partirai pas tant que je ne serai pas reçue. Il la reçoit et la condition pour qu'elle soit embauchée, c'est qu'elle ramène un reportage d'un hôpital psychiatrique sinistrement célèbre à l'époque. Elle dit banco, donc elle y va, elle trouve un prétexte pour se faire enfermer. Et là, elle va vivre l'horreur en fait de ces femmes considérées comme folles, alors que certaines ont juste quelques soucis psychiatriques. Enfin, c'est pas forcément des très grandes malades. Et elle va vivre donc les brimades des infirmières qui sont d'un sadisme assez hallucinant. Voilà, c'est cette histoire que raconte cette bande dessinée. Ça aura au moins le mérite de ce reportage de faire licencier certaines infirmières. Et Nelly Bly, dans sa vie, elle a fait d'autres choses. Ensuite, elle a fait le pari de faire le tour du monde en moins de 80 jours, ce qu'elle a fait. Mais c'est surtout cette histoire-là, donc dans cet hôpital psychiatrique, qui nous est racontée ici. Et c'est un petit peu, je voulais le montrer parce que ça marque un petit peu le début du journalisme d'investigation au XIXe siècle. Deux ouvrages sur l'EMI. L'EMI, éducation aux médias et à l'information. Le premier, écrit par Emmanuel Davier, Interclasse. Interclasse est un dispositif. Ce qui est intéressant, c'est de voir dans quel contexte a été créé ce dispositif. Il faut revenir à janvier 2015, période sombre avec les attentats, Charlie, Hypercacher. Voilà, donc ce qui s'est passé en fait dans les écoles, les collèges, les lycées, c'est que il y a eu pas mal d'actes en fait d'élèves qui ont remis en cause les attentats ou qui parlaient de théorie du complot. Les enseignants se sont retrouvés quelque peu démunis face à ces élèves et ils se sont tournés vers les journalistes. En l'occurrence, à l'époque, c'est Laurence Bloch, la directrice de France Inter, qui a mis en place ce dispositif et a demandé à Emmanuel Davier de coordonner ce dispositif interclasse.
Donc ça se passe sur une année scolaire. Les journalistes vont dans les établissements, ce sont des établissements en ZEP, zone d'éducation prioritaire. Et le but, c'est justement de réapprendre ou d'apprendre à réconcilier un petit peu les médias avec les jeunes, puisqu'il y a une grosse défiance, une grosse méfiance. Donc éducation aux médias, et les élèves donc, produisent des journaux, participent à des émissions. L'idée, c'est pas d'en faire des journalistes, mais de leur apprendre à avoir sur les médias un œil un peu plus critique. Et voilà. Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est le petit manuel critique d'éducation aux médias. Donc là, ça a été fait par 2 collectifs, donc un laboratoire de recherche et des journalistes, 4 journalistes indépendants du nord de la France. Le collectif s'appelle La Friche. Là, on parle d'éducation aux médias d'un point de vue, du point de vue de l'éducation populaire. Donc c'est un autre point de vue. Ce qui est intéressant, c'est qu'on y trouve à la fois des contributions théoriques, donc de chercheuses ou de chercheurs qui vont se poser des questions sur l'éducation aux médias de façon plus on va dire, universitaire. Et à côté de ça, on aura des exemples comme la classe média dans un collège de Roubaix, et c'est sur le faire, F-A-I-R-E, comment faire de l'éducation aux médias. Ça permet, dans un même ouvrage, de regrouper des points de vue différents de personnes, d'institutions qui ne se rencontrent pas toujours. Dernière chose, en fait, sur ce livre, c'est qu'il a été préfacé par Nora Hamadi, dont Véronique vous a parlé au début, qui est journaliste à Arte, qui anime l'émission Vox Pop, et qui milite depuis de nombreuses années sur ce sujet. Le dernier livre de Jacques Attali. Il s'attaque cette fois-ci aux médias, Histoire des médias, en sous-titre « Des signaux de fumée aux réseaux sociaux et après ». En 500 pages, il raconte 100 000 ans d'histoire des médias. Donc je ne vais pas tout vous raconter, je vous rassure. On part du papyrus, en gros on arrive à Internet aujourd'hui. Il raconte les premiers journaux, comment ça s'est fabriqué. Ensuite il nous parle de l'avènement de la radio, de la télé. Je voulais plus insister sur aujourd'hui et demain en fait. Parce qu'il nous dresse un tableau sinon apocalyptique, en tout cas très sombre de nos médias aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il pose les questions qui sont des enjeux à la fois démocratiques, sociaux, culturels, puisque, et ça a déjà commencé, on peut écrire des articles à partir de robots. C'est-à-dire qu'on n'aura peut-être demain plus besoin de journalistes. Qu'en est-il de l'avenir des journalistes ? Il parle également des hologrammes. Peut-être demain on aura un présentateur télé hologramme. Voilà, donc c'est un livre à la fois qui tire une sonnette d'alarme et qui aussi pointe le danger que représentent les géants en fait des médias, et notamment les fameux GAFAM, qui ont le monopole du contenu, des contenants, et lui il appelle au démantèlement carrément de ces géants du net. Voilà, donc il y a un équilibre qui est en train de se perdre entre les médias traditionnels, la presse et le numérique. Donc tout ça évolue très très vite, et voilà, donc je voulais parler plus de cette partie-là, même si tout le reste, l'histoire est vraiment passionnante, parce qu'il y a tout un tas de faits, de chiffres, c'est très très bien documenté, et c'est donc l'histoire des médias de Jacques Attali.